Bonjour à tous, suite de l'intégrale de Serge Monat sur le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Donc troisième partie, guerre contre Dieu et asservissement de l'homme. Albert Pike, l'instauration du satanisme mondial. Albert Pike, grand pontife de la franc-maçonnerie universelle, franc-maçon du 33e degré, grand prêtre de l'Église satanique, déclara le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule est nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, grands inspecteurs généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères des 32e, 31 et 30e degrés. La religion maçonnique devrait être, par nous tous initiés des hauts degrés, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, est-ce qu'Adonai, Jésus, le Dieu des chrétiens, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des choses fausses et dangereuses sur son compte? Oui, Lucifer est Dieu. Fin de la citation. The Occult Theocracy, Lady Edith Miller Queenborough. Cette déclaration fut faite à l'époque lors d'un des 23 conseils suprêmes du monde. Cette déclaration, cette volonté d'Albert Pike suit en tout point l'essence satanique exprimée par Adam Weishaupt lors de la fondation des Illuminati un siècle plus tôt et à l'intérieur du plan. De plus, les Illuminati infiltrent les loges du Grand Orient et par la suite prennent tout simplement le contrôle de toute la franc-maçonnerie mondiale, quelles que soient les apparences volontairement inoffensives de certaines loges. Ceux-ci ont en même temps insufflé à ces loges la base même de l'idéologie satanique dont ils se faisaient les propagateurs premiers. Encore une fois, nous sentons-nous obligés de le répéter, je cite, la guerre secrète menée par les Illuminati, par la franc-maçonnerie mondiale, par les mouvements révolutionnaires mondiaux financés par les Illuminati, par les internationalistes et les mondialistes purs, par ceux étant à même d'instaurer un gouvernement mondial, eh bien cette guerre est avant tout une guerre de religion. Pour mieux s'en rendre compte, une fois pour toutes, il suffit entre autres de se référer à ce texte assez révélateur, livré semble-t-il par un franc-maçon converti et publié à l'époque par le journal français La Vérité, texte qui, malgré ses origines, révèle clairement la volonté de base du mal. Et je cite. Je couvre le monde de ruines, je l'inonde de sang et de larmes, je déforme ce qui est beau, je souille ce qui est pur, je renverse ce qui est grand, je fais tout le mal que je puis faire et je voudrais pouvoir l'augmenter jusqu'à l'infini. Je suis tout haine, rien que la haine. Si tu connaissais la profondeur, la largeur et la hauteur de cette haine, tu aurais une intelligence plus vaste que toutes les intelligences qui ont été depuis le commencement, quand bien même ces intelligences seraient réunies en une seule. Et plus je hais, plus je souffre. Ma haine et ma souffrance sont immortelles comme moi, car moi je ne puis pas ne pas haïr, pas plus que je ne puis ne pas toujours vivre. Mais veux-tu savoir ce qui accroît encore cette souffrance, ce qui multiplie cette haine? C'est que je sais que je suis vaincu et que je fais tant de mal inutilement. Veux-tu comprendre combien je souffre et combien je hais? Eh bien, je suis capable de haine et de douleur dans la même mesure que j'étais capable d'amour et de bonheur. Moi, Lucifer, je suis devenu Satan, celui qui est toujours contraire. En ce moment, j'ai toute la terre dans ma pensée, tous les peuples, tous les gouvernements, toutes les lois. Eh bien, je tiens les cordes de tout le mal qui se prépare. Moi aussi j'ai mon église. Dans mon église, il y a la compagnie de Satan, comme il y a chez vous la compagnie de Jésus. Sais-tu qui c'est? Non. Eh bien, ce sont les francs-maçons. Fin de citation. Voici de ton côté comment Adam Weishaupt résume l'essence même de tout son système. Pour rétablir l'homme dans ses droits primitifs d'égalité et de liberté, il faut commencer par détruire toute religion, toute société civile et finir par l'abolition de la propriété. Sur ce constat de base des origines sataniques de la franc-maçonnerie, des Illuminati, voyons maintenant comment s'est perpétué et consolidé ce satanisme et sa conséquence de base, la guerre contre Dieu. Guerre contre Dieu et guerre de religion. Qu'est-ce que le grand architecte de l'univers pour les francs-maçons? D'après les écrits passés, ceux qui ont reçu une initiation supérieure savent qu'elle, la signification de la formule précitée, le grand architecte de l'univers, n'a aucune valeur religieuse. Le grand architecte de l'univers, le Gadlu, ce n'est pas Dieu, c'est la maçonnerie. Et la religion, qu'est-elle pour les initiés? Le mot religion ne veut pas dire autre chose en effet que le lien qui rattache l'homme à l'homme et qui fait que chacun, égal à celui qu'il rencontre en face, salue sa propre dignité dans la dignité d'autrui et fonde le droit sur le respect réciproque de la liberté. Voici un autre texte révélateur provenant celui-ci de la correspondance des membres de la haute vente,
nom que s'étaient donné les grandes loges maçonniques d'Italie au commencement du XIXe siècle, notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui est restée debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétration plus tard. Et comment doit s'exprimer cette guerre contre la religion? Déchristianiser la France, nous parlerons du Québec plus loin, deuxième pays francophone sur la planète, comme tous les pays atteints de cette lèpre, par tous les moyens, mais surtout en étranglant le catholicisme peu à peu, chaque année, par des lois nouvelles contre le clergé. Arriver enfin à la fermeture des églises. Fin de la citation. L'un des meilleurs exemples de ce combat contre Dieu et la religion fut reproduit dans le volume Satan et compagnie par Paul Rosen, ex-maçon et très illustre souverain grand inspecteur du 33e degré, page 335-337, et se retrouve au rituel officiel du 33e et dernier degré du rite écossais ancien et accepté, rite qui a la réputation d'être le plus anodin de tous. Je cite: Il, l'homme, est tombé sous les coups des trois assassins, de trois infâmes qui ont soulevé les obstacles formidables contre son bonheur et contre ses droits, et ont fini par l'annihiler. Ces trois assassins infâmes sont la loi, la propriété, la religion. De ces trois ennemis infâmes, c'est la religion qui doit être le souci constant de nos attaques meurtrières, parce qu'un peuple n'a jamais survécu à sa religion, et que c'est en tuant la religion que nous aurons à notre merci la loi et la propriété, et que nous pourrons régénérer la société en établissant sur le cadavre des assassins de l'homme la religion maçonnique, la loi maçonnique et la propriété maçonnique. Fin de citation. En 1850, un texte rendu public par un évêque de l'époque exprime clairement les formes premières par lesquelles ce combat devra s'exécuter. Tenez le prêtre dans la servitude, et quand il s'avisera de trouver ses chaînes trop pesantes, dites que c'est la liberté. Donnez la liberté de conscience aux hérétiques, aux juifs, aux athées, mais prenez garde que ni le prêtre ni le catholicisme n'en jouissent. Entravez autant qu'il vous sera possible le ministère du prêtre, séparez-le du peuple dont il est l'ami, le défenseur et le soutien. Ne permettez pas que les œuvres de bienfaisance qu'il a fondées passent par ses mains et le rapprochent du pauvre dont il est le confident et le consolateur. Ôtez-lui tout ce qui pourrait accroître la considération que le peuple a pour lui. Chassez-le des conseils des assemblées délibérantes, des administrations, de partout, afin qu'il tombe dans la condition du paria. Ici, nous retrouvons ce que furent les étapes de base de la révolution culturelle tranquille, entre guillemets, des années 60 au Québec. De même que toute la base de la propagande, même si celle-ci est justifiée, au sujet des crimes sexuels commis par des prêtres et des religieux. Mettez en tutelle tout ce qui lui appartient, qu'il soit, s'il est possible, étranger dans le presbytère, au cimetière et jusque dans son église. Écartez-le de l'enfance, écartez-le de l'enfance, chassez-le des écoles populaires. Sécularisez l'enseignement supérieur de manière à l'interdire aux prêtres. Dans la crainte qu'il ne parle trop souvent à la raison du peuple, diminuez le nombre de fêtes, employez le dimanche à des exercices, des banquets, des réjouissances, des occupations qui éloignent le peuple de la morale évangélique. Dites-lui surtout que le travail sanctifie le dimanche mieux que la messe et la prière. N'est-ce pas au moins quelques 134 ans plus tard l'état actuel de nos sociétés occidentales? Établissez des fêtes nationales, païennes ou de quelque nature qu'elles soient, pourvu qu'elles fassent oublier les fêtes chrétiennes. Pour affaiblir le prêtre, efforcez-vous de le séparer des siens, soulevez le simple prêtre contre son évêque, séparez l'évêque du souverain pontife, brisez le lien de la hiérarchie et l'Église croulera. Au lieu des envoyés de Jésus-Christ et de son Église, ayez des maîtres de religion et qu'ils enseignent la vôtre. Ceci n'a-t-il pas été appliqué à la lettre dans la transformation du système d'éducation au Québec à partir des années 60? Et j'ajouterais, est-ce que tout ça n'a pas été appliqué depuis Vatican II dans toute la société occidentale? Faites fermer les cloîtres, chassez les religieux, et quand ils seront réduits à la misère, écartés des œuvres de bienfaisance, au Québec tous ces services sont maintenant entre les mains du ministère des Affaires sociales, chassez des écoles, déconsidérés par nos publicistes, vous crierez plus fort que jamais contre leurs usurpations. Les conséquences de ce combat sont nombreuses. Entre autres, les plus représentatives peuvent se résumer ainsi. Diderot, un illustre franc-maçon, ne dira-t-il pas: le mensonge est si peu essentiellement condamnable en lui-même et par sa nature qu'il deviendrait une vertu s'il pouvait être utile? Le grand Orient de France, par Jean Bidguin, dira au sujet du malfaiteur: il ment comme il respire, sans le moindre effort, et c'est là un des fruits de l'éducation maçonnique.
car ces conséquences mènent à l'avant-dernière des luttes pour la franc-maçonnerie avant sa prise de pouvoir mondial, et cette lutte, c'est celle contre la famille. La famille, c'est l'obstacle, elle est à détruire. Si on veut arriver à donner à tous une éducation égale et révolutionnaire, puisque nous abolissons l'hérédité, l'enfant n'est plus l'héritage du père et de la mère, il appartient à l'État. Alors, petite parenthèse, en France, tout ça, c'était un petit peu là où voulaient nous emmener certains ministres sous Hollande, ainsi que Vincent Peillant, hein. Que la maçonnerie est une religion, qu'elle devrait être celle de la République, et que les enfants appartiennent à l'État. C'est une socialiste qui avait dit ça, je ne sais plus qui était-ce. Que l'instruction laïque obligatoire donnée par l'État soit seule autorisée et que les parents qui voudraient instruire les enfants à domicile ne puissent le faire qu'avec le concours d'instituteurs ou d'institutrices approuvés et présentés par l'État. Et ici, nous passons volontairement par-dessus toutes les autres conséquences directes que sont, entre autres, celles énumérées plus tôt dans ce volume, et se rapportant au décrochage scolaire, aux drogues, à l'avortement, au divorce, à toutes les formes de violence, enfin, auxquelles sont confrontées les sociétés occidentales actuelles. Mais la conséquence la plus représentative des enseignements maçonniques, c'est la naissance, la création, serait-il plus juste de dire, du communisme, sur lequel je reviendrai plus loin. La franc-maçonnerie, pour vouloir à ce point effacer toute trace de religion, autre qu'elle-même, hein, ne mène-t-elle pas ce combat précisément dans le but premier d'établir à l'échelle mondiale, sous l'égide d'un gouvernement mondial par le biais des Nations Unies, sa propre religion mondiale? Instauration de la religion maçonnique mondiale. Dans le livre du maître d'Oswald Wirth, nous lisons à la page 22, reste à savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion. Cesserait-elle d'en être une parce que les autels de ces temples sont consacrés au culte de la liberté, de la fraternité, de l'égalité? Ayons le courage de nous dire religieux et de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres. Purifier l'apprenti de toute mentalité chrétienne, s'il en a une. La maçonnerie est une religion. Elle prétend sauver l'homme et le perfectionner. Quelle est la religion de la maçonnerie? C'est le pur déisme. Convaincre l'initié que la maçonnerie possède seule la vraie religion, le gnosticisme. Le G faisant partie du symbole de la franc-maçonnerie représente justement le point central de toute sa religion basée sur le gnosticisme. Notre religion, disait en 1881 le franc-maçon Bella devant le Grand Orient de France, est la religion naturelle unique, universelle, immuable. C'est la franc-maçonnerie. Et Oswald Wirth résume l'origine et le sens même de la religion maçonnique en ces termes: le serpent inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés. Enfin, Albert Pike sera celui qui définira le mieux la religion maçonnique. La Bible, avec toutes les allégories qu'elle contient, n'exprime que d'une manière incomplète et voilée la science religieuse des Hébreux. La vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard. Ainsi naquit une seconde Bible inconnue des chrétiens, ou plutôt incomprise par eux. Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues de la Kabbale et y retournent. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. Ceci ne ressemble-t-il pas en tout point au Congrès mondial des religions, le visage caché de toutes les loges maçonniques du monde? Suivant les instructions données par le président et l'orateur du 33e degré au récipiendaire, l'ensemble de la doctrine maçonnique se résumerait ainsi, interprétation officielle philosophique: A. La franc-maçonnerie enseigne la suprématie 1. Du doute philosophique, 2. Des facultés physiques et morales, 3. De la raison humaine. B. Elle revendique comme droit 4. La liberté de conscience, 5. La fraternité politique, 6. L'égalité sociale, 7. La législation populaire, 8. L'association politique. C. Elle emploie comme moyen 9. La direction des élections populaires, 10. L'établissement des apports internationaux maçonniques, 11. La démarcation des autonomies individuelles et générales. D. Elle enseigne la suprématie 12. De la richesse maçonnique, 13. De l'instruction maçonnique, 14. De la libre pensée maçonnique. E. Elle revendique comme droit 15. La liberté personnelle, 16. La liberté cosmopolite, 17. La liberté des réunions populaires, 18. La liberté de la parole parlée et écrite, 19. La liberté de la morale. Alors, petite parenthèse, la franc-maçonnerie au niveau mondial, si il est avéré que c'est un complot maçonnique, elle a encore des efforts à faire puisque
La liberté cosmopolite, tout ça c'est respecté, hein, ou la liberté d'être LGBT, etc. Et c'est bien mis en avant, mais la liberté de la parole parlée et écrite, par contre, faut qu'il fasse des efforts, parce que vu la censure qu'il y a sur cette plateforme et sur toutes les autres, c'est pas cohérent en fait avec vos valeurs, c'est-à-dire que vous essayez de faire taire tous ceux que vous estimez conservateurs, et vous êtes, vous vous contredisez de façon flagrante par rapport à vos idéaux, quoi. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Bref. 19. La liberté de la morale. F. Elle emploie tous les moyens pour 20. Maintenir le droit à la liberté. 21. Réprimer la fausse liberté. 22. Réhabiliter le prolétariat. G. Elle enseigne la suprématie de l'ordre maçonnique. 23. Sur toute autorité constituée. 24. Sur tout pouvoir irresponsable. 25. Sur tout despotisme. H. Elle réclame comme droit 26 l'égalité maçonnique contre tout privilège, 27 la justice maçonnique, 28 la religion naturelle et la morale universelle, 29 la loi du progrès primant toute moralité et philosophie, 30 le combat obligatoire pour la liberté politique et religieuse, I. Elle emploie comme moyen 31 le développement de la puissance exécutive de l'ordre maçonnique, 32 le développement de la puissance collective de l'ordre maçonnique, 33 la consolidation de la puissance suprême de l'ordre maçonnique, en ce qui a trait maintenant à son interprétation officielle, politique et religieuse. A. La franc-maçonnerie enseigne que l'homme est 1. Assassiné socialement, politiquement et religieusement, 2. Affranchi par les vertus cardinales maçonniques, 3. Ressuscité par les forces maçonniques, B. Elle prescrit comme devoir 4. L'instruction morale progressive maçonnique, 5. La pacification maçonnique de la conscience, 6. La paix, la concorde et l'harmonie maçonnique, 7. La justice et la clémence maçonnique, 8. La sympathie et le secours mutuel maçonnique, C. Elle emploie comme moyen 9. L'extirpation complète de l'intolérance du fanatisme, 10. L'extirpation complète du despotisme et de la tyrannie, 11. L'extirpation complète de l'ignorance du peuple, D. Elle enseigne que le peuple 12 est instruit par les études philosophiques et spirituelles de l'ordre, 13 est instruit par la connaissance du maître qui est la cause première, 14 est instruit par la liberté, la fraternité, l'intelligence et la vertu maçonnique, E. Elle déclare la guerre 15 à l'apathie par la vigilance et la persévérance, 16 à l'insouciance par le travail armé, la truelle et l'épée, 17 à la philosophie de l'Occident par la philosophie maçonnique, 18 à la religion de l'Occident par la charité maçonnique, 19 à la précipitation par la patience et la résignation, F. Elle préconise comme moyen 20 l'instruction, l'obéissance et le dévouement du peuple, 21 la judicature libre et indépendante, 22 la dignité et l'honneur rendus au travail, G. Elle enseigne que le gouvernement doit 23 points d'interrogation, 24 points d'interrogation, 25 combattre la criminalité et la stupidité de l'intolérance, H. Elle reconnaît 26 la liberté de l'homme de faire le mal ou de poursuivre le bien, 27 points d'interrogation, 28 points d'interrogation, 29 la création comme révélation de la cause première, 30 le devoir de la cause première de détruire l'erreur par tous les moyens, quels qu'ils soient, I. Elle désire 31 la victoire de la maçonnerie par la pureté de son dogme, 32 la victoire de la maçonnerie par la coopération harmonieuse de tous les ateliers maçonniques, 33 points d'interrogation. J'ai laissé de côté les interprétations judaïques et lucifériennes des 33 degrés à cause du manque d'espace, et parce que les interprétations philosophiques, politiques et religieuses de ces degrés se retrouvent beaucoup plus facilement dans la réalité du monde de l'éducation, du monde du travail et de la société québécoise des 34 dernières années. Un exemple frappant du travail maçonnique pour le sabotage d'une société chrétienne sous le couvert de la libération de celle-ci de ses chaînes du passé est bien celui de la société québécoise. Un document découvert en 1961, soit tout au début de ce qui fut appelé plus tard la Révolution tranquille, et reproduit dans le journal Le Droit, Ottawa 19 août 1961, demeure un exemple plus qu'évident de cette malheureuse situation. Le Québec, au contraire de beaucoup d'autres pays qui furent colonisés à une certaine époque, est plutôt un prolongement de la France, une deuxième terre française telle que son nom l'indiquait au début, une Nouvelle-France.
Ainsi, sa population, de descendance royaliste et fortement catholique avant 1960, était un bastion inviolé que le Grand Orient de France devait d'acquérir avant la mise sur pied du nouvel ordre mondial. D'autant que pour ceux croyant aux prophéties de l'Église et aux autres, que cette terre française pouvait justement être celle portant en son sein le Saint Pape et le Grand Monarque. Plan de laïcisation pour l'établissement d'une société maçonnique. Prenant appui sur l'insatisfaction d'un peuple face à son passé, le Québec des années 60 face à l'époque de Duplessis des années 50, le Grand Orient de France fit en sorte de faire pénétrer au Québec, par les nouveaux intellectuels, environ 1000 mots nouveaux par année. Ces mots apportaient au vocabulaire déjà existant une dimension assez inconnue jusqu'alors, soit celle de la contestation de l'ordre établi. Alors, petite parenthèse, c'est intéressant à ce qu'il dit Serge Monat, parce que c'est vraiment de la programmation neurolinguistique dans le sens où on programme les gens avec la linguistique, la langue, et c'est en rapport avec le neuro, c'est-à-dire ce qui a trait au cerveau et la perception du monde finalement. Ce nouveau langage, accentué conjointement avec l'action des francs-maçons déjà infiltrés partout, mais surtout dans les sphères de l'éducation contrôlées jusqu'à cette époque par l'Église, eut comme résultat dans un premier temps, mais recherché, de mettre à l'écart les prêtres, les religieux et les religieuses de tous les milieux de l'éducation, de la politique, des sphères sociales, telles celles des milieux hospitaliers, des affaires de la famille et surtout de tous les organismes de la jeunesse et des milieux syndicaux de la société québécoise. Dans un deuxième temps, libéraliser l'éducation de manière à ce que les couches populaires exploitées et rejetées pendant des siècles puissent y avoir librement accès. Ce furent ces mêmes couches qui s'emparèrent les premières de ce langage nouveau et le poussèrent à son paroxysme dans la contestation politique et sociale. C'est d'ailleurs ces couches populaires qui, par la suite, à même les nouveaux diplômes, prirent lentement mais sûrement le contrôle de toutes les sphères de la société, tant du politique que du culturel, ce qui donna naissance d'un côté à un nouveau produit culturel et à de nouvelles formations politiques, mais chacune portant profondément en son sein une violente réaction contre l'histoire passée, ce qui avait composé le Québec jusqu'alors, et contre le religieux, ce qui avait fait la force morale de tout un peuple pendant des siècles. Ce sont d'ailleurs ces mêmes intellectuels des années 1960, ayant aujourd'hui, en 1994, des postes de contrôle dans l'éducation, la presse parlée et écrite, les arts, la politique, le social en général, qui eurent par voie de conséquence directe la formation et l'orientation de la jeunesse et de la population québécoise. Donc, une formation axée sur le rejet du religieux et de l'histoire. Dans le même temps, sous couvert d'une autre libération, fut offert aux communautés religieuses de se débarrasser de tout héritage passé, les coupant ainsi définitivement avec leurs racines ancestrales. Coupée ainsi du passé, et coupée de la société, mais vieillissante dans ses membres, l'Église du Québec, jadis l'une des plus prospères, est d'ores et déjà condamnée à disparaître. Pour une des rares fois, la franc-maçonnerie réussissait à déchristianiser complètement un État sans avoir eu, dans ce cas-là, à utiliser les moyens que leur avaient procurés toutes les révolutions du passé. En 1994, le Québec, sans s'en rendre compte, fait face à deux dangers. Le premier est celui de tenter d'accéder de sa libération et à son autonomie, mais sans appui aucun sur son passé. Comment construire une société, mais sans histoire? Le deuxième souterrain, celui-là, c'est de servir de terrain d'expérimentation à la technologie du nouvel ordre mondial, mais sans personne pour réagir. Le plan de 1961, voici ce que rapporta le père Rodrigue Côté, OMI, dans Carrefour chrétien de juin-juillet 1982. La première fois que j'ai lu le texte de ce document, j'ai cru qu'il s'agissait d'un faux. C'est dire que ce n'était pas un programme datant de 1961 que j'avais entre les mains, mais bien une description réaliste des événements survenus depuis cette date dans le domaine scolaire de notre province de Québec. Intrigué, j'ai fait le voyage à Ottawa afin de vérifier par moi-même sur place de l'authenticité du document. Ce que j'ai trouvé dans les archives du journal Le Droit du 19 août 1961 est reproduit ici exactement comme vous pouvez le lire. 1. Organiser des assemblées sous le nom de mouvement laïque de langue française, présenter des forums et des conférences à la radio et à la télévision en faveur de l'école neutre, entre guillemets, tâcher d'y entraîner des bons chrétiens. 2. Répandre dans notre province des revues impies et anticléricales de France et de Belgique, soit le Réveil nationaliste, La Raison, les Écrits libres et les ouvrages des éditions Fischbacher, Distribution Hachette, etc.
3. Publier des articles anticléricaux et libre-penseurs dans la presse, dans Le Devoir, dans les revues Cité Libre et Liberté. Dans ces journaux et revues, publier des caricatures et des articles qui ridiculisent le clergé, les communautés religieuses et les gens de droite. On y fera traiter les adversaires, les défenseurs de l'Église et des principes chrétiens, de chasseurs de sorcières, d'inventeurs de mythes, de fascistes, afin de les discréditer devant le public. 4. Propager dans le milieu universitaire le journal communiste Le Combat, déjà introduit à l'Université de Montréal. Placer à la rédaction des journaux étudiants universitaires des esprits forts et révolutionnaires, afin de soulever les étudiants contre les autorités et le clergé. 5. Faire inviter dans nos universités et collèges classiques des conférenciers gauchistes. Introduire dans nos universités catholiques des professeurs libre-penseurs, anticléricaux et même athées. Recommander à ceux-ci la prudence dans leurs attaques contre la religion. Petite parenthèse, alors, aussi brillant soit-il, ça me fait penser à Michel Onfray. Ne pas oublier que c'est par les collèges et les universités que la France a été en grande partie déchristianisée et que Cuba vient de passer au communisme. 6. Activer la propagande en faveur de la séparation de l'Église et de l'État dans le sens athée, afin que l'État devienne le seul maître en éducation. On arrivera progressivement à abolir le concept de l'instruction publique pour se débarrasser du contrôle des évêques, qui sera remplacé par un ministère de l'éducation neutre, c'est-à-dire anti-religieux. Le but secret est d'arriver à l'apostasie officielle de l'État, surtout en éducation. 7. Faire pression sur le gouvernement provincial pour faire passer des lois laïques, entre guillemets, athées, comme en France. Dans ce pays, les francs-maçons ont réussi à en faire des lois intangibles placées à la base de la Constitution républicaine. 8. Les prêtres et les religieux seront renvoyés progressivement à des institutions d'enseignement secondaire et ils seront remplacés par des professeurs laïques dégénérés. Non, je rigole. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Même pour la direction de ces institutions. Dans les écoles primaires, communautés religieuses de frères et de sœurs perdront peu à peu leur monopole. Elles seront remplacées par des professeurs laïques, séminaristes, collèges et couvents seront nationalisés, comme en France. 9. Au début, on tolérera un certain enseignement religieux dans les institutions scolaires aux heures les moins favorables. On acceptera aussi la visite d'un prêtre aumônier pour sauver les apparences. Mais dans quelques temps, on viendra se débarrasser de toute influence religieuse, comme des crucifix, des statues, des images, et de tout ce qui entretient le climat chrétien dans nos écoles, afin de former une jeunesse libre de tout préjugé sectaire. 10. Obtenir du ministère de l'Éducation que les écoles de l'État neutre soient sur... Alors, petite parenthèse, ce qui est juste avant, c'est vraiment arrivé depuis. Euh, Vous connaissez pas, vous, un nombre impressionnant d'enfants, de vos amis, qui sont dans des établissements dits catholiques, qui n'ont plus rien de catholique, et qui forment des adolescents dégénérés, enfin, je sais pas. Mais ils sont arrivés, hein. 10. Obtenir du ministère de l'Éducation que les écoles de l'État neutre soient sur le même pied que les écoles catholiques. Dans quelques temps, il faut arriver à l'idéal, que toutes les écoles publiques soient neutres, subventionnées et contrôlées par l'État sans Dieu, tandis que les écoles privées catholiques ne seront plus qu'un ghetto, comme dans les autres provinces du pays, où les catholiques doivent payer double taxe pour maintenir des écoles selon leur foi. Ouais, et encore. 11. Obtenir des chefs politiques qui luttent contre les criminels qui dénoncent l'anticléricalisme. Excellente manœuvre hypocrite qui laissera le champ libre à nos amis libres-penseurs pour poursuivre notre plan de laïcisation. Nos amis de France ont lancé le mot d'ordre tout faire pour empêcher la France de redevenir la fille aînée de l'Église. Parole d'un ancien ministre au congrès de la SFI à Issy en juillet 1950. Dans notre province, prenons le mot d'ordre tout faire pour détacher la Nouvelle-France de l'Église. Voici maintenant un texte écrit dans les années 1940 représentant un genre de synthèse des différents points par lesquels procède la franc-maçonnerie internationale ainsi que le communisme pour mettre à genoux les nations de l'Occident chrétien. Il est frappant de voir comment, en 1960, soit donc une vingtaine d'années suivant la rédaction des articles composant le texte en question, fut appliquée d'une manière systématique une telle politique de la mort sur tout un peuple, mais en donnant à ce dernier l'impression qu'il était à se libérer des chaînes de son passé. Article 1er. L'éducation laïque et athée. C'est la loi la plus impérative. Article 2. Le mariage civil et le divorce, la famille morte, c'est l'agonie de la société chrétienne. Alors, petite parenthèse, est-ce que depuis le mariage pour tous, en 2013, sous Hollande,
que n'a pas connu heureusement Serge Monat, puisque c'était une des étapes de leur nouvel ordre mondial. Ça colle bien à l'agenda quand même. Article 3. La restriction criminelle de la natalité, c'est la mesure de la moralité populaire. Article 4. La suppression de la responsabilité personnelle. Nous aurons alors les sociétés anonymes, dont on se plaît à dire qu'elles n'ont pas d'âme. Article 5. Extinction de la foi vive des peuples par un talage habile de tous les sophismes. Article 6e. La fabrication de toute pièce d'un Dieu-État omnipotent qu'il faut tout de même entourer d'une autorité factice, jusqu'au moment où le diable soulèvera de nouveau les masses du peuple contre cette autorité. Article 7. L'immoralité sous toutes ses formes et à tous les degrés. Un gros mal de cœur a des chances de porter à la tête. Parallèle communiste, joyeux de la franc-maçonnerie mondiale. Voici un extrait en 12 points d'un programme comprenant au départ 45 points et publié par le Bureau des archives du Congrès des États-Unis, Sénat, le 10 janvier 1963. Ce document fut publié à l'époque dans le but d'informer les populations sur les visées communistes en Amérique et dans le monde libre. Ces points sont le résultat d'une analyse faite par M. Skousen, directeur des opérations du Conseil de sécurité américain. 1. Prendre le contrôle des écoles, les utiliser comme courroie de transmission pour répandre le socialisme et la propagande communiste du jour. Assouplir le programme scolaire, prendre le contrôle des associations de professeurs, introduire dans les manuels le programme du parti. 2. Obtenir la haute main sur tous les journaux étudiants. 3. Utiliser les émeutes étudiantes pour fomenter des protestations publiques contre des programmes ou des organismes que les communistes attaquent. 4. Faire disparaître toutes les lois qui réfrènent l'obscénité en les appelant censure et violation de la liberté de parole et de presse. 5. Accaparer les positions clés dans la radio, la télévision et le cinéma. Bon, ça c'est fait, ça y est. 6. S'infiltrer dans la presse, s'y faire assigner toutes les positions de critique littéraire, de rédacteurs d'éditoriaux et de choix des lignes de conduite. 7. Continuer à discréditer la culture américaine en dégradant toutes les formes d'expression artistique. Une cellule communiste aux États-Unis a reçu l'ordre d'éliminer des parcs et des édifices toute bonne sculpture pour y substituer un remplacement des configurations informes, sans grâce et sans signification. 8. Présenter l'homosexualité, la dégénérescence et la promiscuité des sexes comme étant normales, naturelles et bonnes pour la santé. Bon, ça aussi, c'est fait. 9. S'infiltrer dans les églises. Ils nous mettent même maintenant des petits mecs qui dansent, qui font du twerk dans les églises. Et remplacer la religion révélée par une religion sociale, discréditer la Bible et souligner le besoin d'une maturité intellectuelle qui peut se passer de béquilles religieuses. 10. Éliminer des écoles la prière et tout autre respect de l'expression religieuse en donnant comme raison qu'en s'y opposant, on violerait ainsi les principes de séparation de l'Église et de l'État. 11. Discréditer la famille comme institution, favoriser l'amour libre et le divorce facile. 12. Mettre en relief la nécessité d'élever les enfants loin de l'influence limitative des parents, attribuer les préjugés, le blocage psychologique et le retard des enfants à l'influence répressive des parents, en se faisant aider d'ailleurs par beaucoup de psychanalystes dans ce sens. Ce document serait incomplet sans la divulgation de la clé de la sémantique communiste. En effet, comment prétendre comprendre les tactiques, la stratégie et les buts du communisme en ignorant du même coup la signification de son langage à double sens? Quelques-uns des termes en usage courant dans le vocabulaire communiste sont reproduits ci-dessous. Ils représentent seulement un faible aperçu du problème communiste, celui-ci ayant été publié dans un rapport plus complet par l'Association du barreau américain. A. Terme de dénigrement pour un communiste. 1. Un réactionnaire représente un non-communiste. 2. Un fasciste signifie un anticommuniste. 3. Un nazi ou un hitlérien représente anticommuniste militant. 4. Une guerre froide, une résistance à la politique communiste. 5. Un fauteur de guerre, toute personne qui s'oppose au communisme et veut barrer la route aux communistes. 6. Une agression, toute action ferme pour prévenir ou vaincre l'agression communiste. 7. Le colonialisme, celui possédant des territoires convoités par les communistes. 8. Une colonie, un territoire non communiste associé aux pays de l'Ouest. 9. Un État fasciste, tout pays qui prend une action ferme contre l'infiltration, l'espionnage ou l'activité subversive des communistes.
Je pense, petite parenthèse, à la Hongrie, hein, notamment de Viktor Orban, et puis la Russie de Poutine aussi. C'est-à-dire que ils essayent simplement de stopper l'influence dégénérée de certains Occidentaux chez eux, et on les traite de criminels, quoi. C'est extraordinaire quand même. 10. Le militarisme, la création d'une force ou d'une alliance armée non communiste. 11. Un macartiste, tout homme qui suggère une enquête ou préconise des moyens efficaces contre l'espionnage et les activités subversives des Rouges. 12. L'Inquisition, toute enquête judiciaire ou gouvernementale ayant comme but de démasquer l'infiltration rouge ou l'activité subversive dans les pays non communistes. 13. Un fanatique religieux, toute personne s'opposant au communisme pour des raisons religieuses. 14. Un mouchard, un travailleur anticommuniste ou un syndicaliste anticommuniste. 15. Un antisémite, un raciste, un outil des patrons, un traître, terme employé généralement contre les anticommunistes. B. Terme élogieux pour un communiste. 1. La paix signifie ce qui n'offre aucune opposition au communisme. 2. Amant de la paix veut dire celui qui supporte le communisme. 3. Coexistence pacifique correspond à la non-résistance à la politique communiste et à son action pour le contrôle du monde. 4. Populaire, communiste, de la chaîne populaire. 5. Une démocratie populaire, un pays placé sous l'esclavage du communisme. 6. Démocratique ou progressiste, terme employé par les communistes afin de décrire les personnes, les organismes ou les politiques tendant à faciliter les objectifs communistes. 7. Un intellectuel, un communiste à l'aise. 8. Un homme d'église éminent, quelqu'un qui suit la ligne communiste, le doyen rouge. 9. Un anticolonialisme, un programme communiste ayant comme but la conquête de territoires présentement associés au monde libre. 10. Les peuples opprimés, ceux qui demeurent dans les pays dont les communistes veulent s'emparer. 11. La libération, l'assujettissement d'un pays libre par les communistes. Tout cet enchevêtrement de langage à double sens, de confusion volontaire et de propagande inversée, tout ça nous ramène directement aux enseignements de la base du communisme et à la réalité implacable de ce qu'est réellement le communisme. A. Contre la famille et la femme. La famille est un foyer de putréfaction bourgeoise. L'amour des parents est un amour nuisible et antisocial. L'homme et la femme ne sont que des animaux. Peut-il être question d'un lien indissoluble entre les animaux? Bébel. La femme est maîtresse de son cœur, elle le partage avec qui elle veut. Une relation cesse de lui plaire, libre elle de la rompre et de porter ailleurs son affection. Bébel, La femme, page 192. Petite parenthèse, remarquez au passage qu'il n'en est pas de même avec l'homme. Le mariage est une propriété privée et la pire de toutes. Il est une institution absurde et immorale. Benoît Maton. L'important est d'abolir radicalement l'autorité du père et puissance quasi royale dans la famille. Les enfants ne sont-ils pas autant que les parents? Pourquoi les commander? De quel droit? Plus d'obéissance, sans quoi plus d'égalité. Benoît Maton, Le socialisme intégral, 1892. L'union libre, voilà ce qu'apportera à l'homme et à la femme la société communiste. La famille et l'État communiste. Bibliothèque de l'Humanité, page 21-22. Il faut que la femme se révolte et détruise les vieilles traditions imbéciles. P. Semard, L'Humanité du 8 octobre 1924. Alors, petite parenthèse, ça c'est le genre de type d'hommes qui se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied. Hein. Je comprends pas. C'est-à-dire, il y a vraiment une différence entre soutenir les opprimés ou vouloir, comment dire, renforcer certaines catégories de personnes et vouloir aider l'autre. Et d'un autre côté, se dévaloriser, se démasculer tout seul, quoi. Il y a vraiment une différence entre les deux, quand même. Donc ces hommes-là, pour moi, ce sont des collabos. La femme dans la société nouvelle jouira d'une indépendance complète. Cette union, le mariage, sera un contrat privé sans intervention d'aucun fonctionnaire. B. Contre l'enfant. Il est impérieusement nécessaire que l'État reprenne son travail anti-religieux systématique parmi les enfants. Non seulement nous devons rendre nos garçons et nos filles non religieux, mais activement et passionnément anti-religieux. L'influence des parents religieux à la maison doit être combattue rigoureusement. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aussi à l'islam, hein, bien sûr. Nous devons entrer dans les consciences et en prendre possession, surtout des consciences des enfants et des consciences de la jeunesse. Il faut que les enfants et la jeunesse appartiennent à la révolution.
L'enfant appartient à la communauté, à la collectivité, et c'est le devoir rigoureux de la Révolution d'attaquer dans ce secteur, de déposséder ces gens-là des consciences, de déraciner les préjugés, la religion. C. Contre Dieu et la religion. Nous n'aurons achevé notre œuvre que lorsque la religion n'existera plus que comme le souvenir d'un passé historique. Tel doit être notre programme, dit par Staline au cours d'un discours. Karl Marx écrivit en 1844 La religion est le soupir de la créature opprimée, le sentiment d'un monde sans cœur, l'opium du peuple. Lénine dira Toute idée religieuse, toute conception d'un bon Dieu est une chose abominable. Des millions d'ordures, de souillures, de violences, de maladies, de contagions sont bien moins redoutables que la plus subtile, la plus épurée, la plus invisible de Dieu. D. Entraînement à la terreur. La destruction de la famille, de la femme, de l'homme, de l'enfant, de Dieu et de la religion ne pouvait avoir d'autre aboutissement que celui de l'ouverture intérieure à toutes les atrocités. Que nos cœurs soient cruels, durs, fermés à la reconnaissance, de sorte qu'ils ne frémissent même pas à la vue d'une mer de sang. Krasnaya Gazeta, ancien journal officiel du Soviet des ouvriers, le 31 août 1918. Conséquence de cette supposée libération, émancipation de l'homme. Sur 1,9 million personnes sauvagement tuées de 1918 à 1923, on compte 1,4 million prolétaires, ouvriers, paysans et soldats, 8 115 prêtres, 6 575 professeurs et instituteurs, 8 800 médecins, 54 834 officiers, 260 000 soldats, 105 000 officiers de police, 48 000 gendarmes, 12 850 fonctionnaires, 350 000 intellectuels, 192 000 ouvriers, 815 000 paysans. Le rapport du commissariat de la santé publique. En 1934, il y eut à Moscou 57 100 naissances et 154 584 avortements. En 1935, il y eut dans la même ville 70 000 naissances et 155 000 avortements. Par centaines, les prêtres chrétiens orthodoxes, égorgés, mutilés, lacérés, les chevaux carapassonnés de chasubles, des croix sous la queue, des excréments dans tous les vases sacrés. L'Église catholique comptait 12 millions de fidèles, 8 évêques et 810 prêtres. On ignore le nombre des fidèles survivants, mais on sait qu'en 1935, il restait 60 prêtres. Donc là, on parle de la Russie après la Révolution. Partout où passaient les troupes de Bucliény, ce n'étaient que cadavres mutilés, langues et yeux arrachés, malades égorgés dans les hôpitaux. À certains, la peau du dos a été découpée et ramenée sur la tête. D'autres ont le ventre ouvert, ont fait des liens de leurs entrailles arrachées, des corps sciés en deux, des membres écartelés à l'aide de chevaux. Ceci ne représente qu'une très très infime partie des descriptions de ce qui s'est passé en Russie au nom d'une nouvelle société, d'un nouvel homme. Entre parenthèses, on peut dire la même chose de la Révolution française de 1789. Une abomination. Le résultat fut aussi désastreux. Donc en Espagne, où passa la même rage pour un homme nouveau, entre guillemets. Pendant 31 mois, la catholique Espagne, en 1936 et 1937, 17 évêques et 6000 prêtres séculiers ont été mis à mort par les Rouges. Après les avoir massacrés, on a pendu les corps des prêtres aux étals de boucherie tels des porcs. Là, on les a brûlés à petit feu quand ils étaient à demi-morts. À beaucoup, on a amputé les membres ou on les a mutilés affreusement avant de les tuer. On leur a crevé les yeux, coupé la langue, on les a éventrés, brûlés ou enterrés vifs, tués à coups de hache. On arriva jusqu'à profaner le silence sacré des tombeaux, dispersant les cadavres et détruisant le symbole religieux gravé sur les cénotaphes. Alors, petite parenthèse, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de vrai procès de ces gens-là, hein. Il n'y a pas eu de procès de tous ces gens-là. Incroyable. Donc implicitement, cette société nous dit que ça, ce n'est pas aussi grave que d'autres choses. F. La fabrication de l'homme-dieu. Tout cela pendant que l'homme croit et se plaît volontairement à croire, à la suite des enseignements de la franc-maçonnerie, cette base idéologique du communisme, du socialisme international avec les Nations Unies, qu'il est un homme-dieu. L'homme est un dieu possible, omnipotent, pouvant surmonter les douleurs et les peines de sa chair. Organisons-le socialement, internationalement, universellement, et il pourra se jouer du dieu de légende et de cauchemar qui le poursuit. C'est la libération de l'homme par rapport au divin. L'homme prêtre et roi de lui-même qui ne relève que de sa volonté et de sa conscience. G. Le mensonge URSS, programme pour un gouvernement mondial. The News Times est une revue en anglais,
publié en Australie, Box 1226L, GPO Melbourne. De son édition d'avril 1974 fut tiré l'article suivant, dans lequel il est montré de quelle manière nous sommes conduits, subjugués à notre insu par la finance internationale, les Illuminati, et leurs complices communistes. Cet article, écrit par Eric D. Butler, fut reproduit en français dans la revue Le Service d'intelligence du Canada, canadien, du mois de mars-avril 1974, sous le titre Le programme diabolique pour réduire le monde en esclavage par un gouvernement mondial. Sa reproduction est d'autant importante qu'elle confirme tout ce qui fut écrit à date sur le sujet. Quelques passages écrits en lettres majuscules et certaines phrases soulignées le furent par l'auteur, mais respectent le contenu du texte original. Après avoir donné au Canada une conférence sur l'état du monde et les causes de cet état, M. Eric Butler fut invité par un homme d'affaires à participer à un ambitieux programme visant à rejoindre au moins 1000 hommes d'affaires et professionnels du monde des affaires sur le continent nord-américain. Voici les notes du discours enregistré de M. Butler. Ce que je vais dire paraîtra incroyable à ceux qui ont accepté tout bonnement la supercherie la plus diabolique jamais montée pour berner l'humanité. Selon cette supercherie, la révolution bolchevique de 1917 en Russie aurait été une révolution russe, un soulèvement du peuple russe, et après avoir établi un nouveau genre de vie en société, les communistes, pour faire face à la violente hostilité du monde dit capitaliste, auraient développé ensuite une énorme superpuissance industrielle, technologique et militaire, avec laquelle les nations non communistes doivent maintenant faire des ententes. Même un grand nombre d'anticommunistes acceptent cette tromperie pour une vérité. Les faits sont que la révolution bolchevique fut imposée au malheureux peuple russe par des puissances étrangères à la Russie, et qu'elle fut grassement financée par des organismes financiers internationaux ayant leur siège à New York, et que ces mêmes groupes financiers ont depuis plus de 50 ans nourri un flot de transfusions économiques vers l'Union soviétique. Alors, petite parenthèse, à ce propos, il faut lire Anthony Sutton, hein, Wall Street et la révolution bolchevique, qui est disponible aux éditions Ethos, je crois. La réussite industrielle et technologique russe, si largement publiée, est un mythe. Le véritable exploit de l'affaire a été de transplanter l'industrie et la technologie occidentale en Union soviétique. En plusieurs occasions, les soviets ont échappé à la menace de grandes famines grâce à des exportations massives de nourriture des pays occidentaux en Union soviétique. Les faits cités sont incontestables. On ne les fera pas disparaître en prétendant qu'ils n'existent pas. Comme on nous l'a dit il y a 2000 ans, la préservation et le développement de la liberté dépendent de ce qu'on a ou non le courage de regarder la vérité en face. Anthony C. Sutton, je vous en parlais, un Britannique de naissance occupant aujourd'hui un poste de recherche pour l'Institut Hoover sur la guerre, la révolution et la paix à la Stanford University aux États-Unis, est l'universitaire le plus qualifié du monde occidental pour parler de l'assistance technologique occidentale donnée à l'Union soviétique. La publication de ces trouvailles fut tellement explosive qu'on l'invita à témoigner devant le sous-comité national du Parti républicain le 15 août 1972, durant la convention de ce parti tenue à Miami. Les faits renversants présentés par Sutton firent frissonner, mais furent presque entièrement camouflés par les moyens de diffusion, les deux principales agences de nouvelles, UPI et AP, refusant le témoignage de Sutton. Je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas vous dire ce que vous aimeriez entendre. Mon travail, c'est de vous donner les faits. Que vous les aimiez ou non ne me concerne pas. En quelques mots, la technologie soviétique, cela n'existe pas. La presque totalité, peut-être 90% ou 95% de l'équipement technique des soviets est venu directement ou indirectement des États-Unis et de leurs alliés. En réalité, ce sont les États-Unis et les pays membres de l'OTAN qui ont bâti l'Union soviétique, sa force industrielle et sa force militaire. Cette œuvre de construction massive a pris 50 ans. Elle s'est accomplie par le commerce et la vente d'usines, d'équipements et d'assistance technique. Les soviets ont la plus grosse marine marchande au monde, environ 6000 navires. J'ai le mémoire descriptif de chacun de ces navires. Environ les 2 tiers ont été bâtis hors de l'Union soviétique. Environ les 4/5 des moteurs de ces navires ont également été bâtis en dehors de l'Union soviétique. Tous les moteurs de navires fabriqués en URSS le sont grâce à l'assistance technique étrangère. Environ 100 navires soviétiques sont utilisés sur la route de Haïphong pour transporter des armes et des approvisionnements soviétiques servant à l'agression commise chaque année par Hanoï. J'ai réussi à identifier 84 de ces navires. Aucun des moteurs principaux de ces navires n'a été conçu ni manufacturé
sur le territoire de l'URSS. Les bâtiments les plus gros et les plus rapides circulant sur la route de Haiphong, ou Haiphong, ont tous été bâtis en dehors de l'URSS. Toute la technologie de construction navale de l'URSS vient directement ou indirectement des États-Unis ou de leurs alliés de l'OTAN. Toute la technologie soviétique en fait d'automobiles, de camions et de moteurs vient de l'Ouest et principalement des États-Unis. Dans mes dossiers, j'ai une liste de toutes les usines soviétiques détaillant pour chacune son équipement et qui fournissait cet équipement. L'armée soviétique a plus de 300 000 camions, provenant tous d'usines bâties par les États-Unis. Jusqu'en 1968, la plus grosse usine de véhicules motorisés en URSS était à Gorky. Gorky produit un grand nombre de camions que les pilotes américains ont vus sur les pistes de guerre Ho Chi Minh. C'est l'usine de Gorky qui produit la Jeep soviétique et une demi-douzaine d'autres véhicules militaires. Cette usine de Gorky a Ford Motor Company et par la Austin Company comme commerce de paix. 100 000 Américains ont été tués en Corée et au Vietnam par notre propre technologie. La seule réaction de Washington et de l'administration Nixon est l'effort déployé pour étouffer le scandale. Les faits cités par Anthony Sutton ne pouvaient être niés. Aussi furent-ils dissimulés autant que possible. Les républicains s'en détournèrent en frissonnant. Les élections de 1972 étaient proches et il leur fallait faire croire que le docteur Henry Kissinger conseillait correctement le président Nixon et que la coexistence pacifique était possible, non seulement avec les soviets, mais aussi avec la Chine rouge, en augmentant encore davantage le flot de crédits et d'aide économique accordés aux puissances communistes. C'est à tort qu'on appelle cela du commerce. L'influence hypnotique de la propagande hautement centralisée est telle qu'un grand nombre de personnes en sont arrivées à croire que le noir est blanc et que le blanc est noir. Pour la grande majorité du peuple des États-Unis et des autres pays non communistes, Sutton et les faits qu'il prouve par des documents n'existent pas. Le traitement donné à son livre National Suicide Military Aid to the Soviet Union a été de tout garder sous silence. L'essence de ce que dit Sutton est que tout en dépensant des milliards de dollars pour la défense militaire, les nations occidentales fournissent des milliards d'aides industrielles et techniques aux communistes pour accroître leurs menaces militaires contre l'Occident, entre guillemets. Ça rappelle aussi ce qui se passe en ce moment, hein, je sais pas, hein, bref. Sutton cite un rapport fait en 1944 par W. Akseret Harriman, ambassadeur américain à Moscou, d'après des documents officiels américains. Staline rendit hommage à l'aide apportée par les États-Unis à l'industrie soviétique avant et durant la guerre. Staline, dit que les 2 tiers environ de toutes les grosses entreprises industrielles dans l'Union soviétique ont été bâties avec l'aide ou l'assistance technique des États-Unis. Donc, petite parenthèse, dans une guerre, hein, quand vous financez les 2 camps ennemis, ben, c'est vous qui maîtrisez l'issue de la guerre. Et surtout la durée de cette guerre. Hein. Sutton fait remarquer que Staline aurait pu ajouter que l'autre tiers des entreprises industrielles et des usines militaires de la Russie a été bâti par d'autres nations occidentales. Il accuse ce qu'il appelle le Washington officiel de savoir que le premier but de l'industrialisation soviétique est de développer la machine militaire soviétique. Il cite le cas de l'usine de Kama pour camions lourds. Les soviétiques n'ont aucune technologie indigène pour fabriquer des camions. La Banque américaine d'exportation et d'importation a fait directement des prêts de 86,5 millions de dollars, tandis que la Chase National Bank des Rockefeller s'attend à accorder des prêts se chiffrant à 192 millions de dollars pour financer l'usine de Kama. Le potentiel militaire de ce projet est ahurissant. Le projet de Kama est conçu pour produire chaque année 100 000 camions lourds à plusieurs axes, un total dépassant celui de tous les manufacturiers américains de camions lourds mis ensemble. Vu que Sutton a plusieurs fois dénoncé cette politique de bâtir la force industrielle et militaire de l'Union soviétique, il n'est pas surprenant qu'il se soit vite rendu compte que la bureaucratie de Washington n'était pas prête à coopérer avec ses études. Sutton a aussi dénoncé le mythe de prétendre obtenir la paix en envoyant aux communistes une aide économique accrue. Financer l'exportation d'équipements pour calculatrices électroniques perfectionnées, fait nouveau qu'il faudrait mentionner dans cette histoire, ne contribuera pas plus à la paix que ne l'a été l'aide économique envoyée dans le passé. C'est exactement le contraire qui est inévitable. Une pression globale croissante de la part du monde communiste. Ce qui pose la question fondamentale de savoir si ceux qui persistent dans cette voie du suicide savent ce qu'ils font. Il est évident que les marxistes solidement retranchés dans les nations non communistes
s'abritant derrière les nombreux innocents bien utiles. Vous savez, ce genre de prétendus intellectuels qui crurent de bon cœur que le monstre Staline était l'avant-coureur d'une nouvelle civilisation glorieuse. Il est certain que ces marxistes installés dans le monde non communiste sont enchantés de ce programme d'autodestruction des nations non communistes. Et l'attitude des hommes d'affaires à courte vue qui sont prêts à justifier l'exportation vers les pays communistes en disant que c'est bon pour les affaires, cela aussi peut se comprendre. Mais que penser des banquiers internationaux qui ont été les plus solides champions de cette politique d'exportation vers les nations communistes? Le plus connu de leurs chargés des rapports avec le public, le docteur Henry Kissinger, a fait comprendre à l'intérieur de ses écrits et de ses déclarations qu'il travaille pour l'établissement d'un État mondial. Le programme du docteur Kissinger a été esquissé par son bon ami Richard N. Gardner, professeur de droit et d'organisation internationale à l'Université Columbia. Le professeur Gardner était ancien vice-assistant secrétaire d'État pour les organismes internationaux durant les administrations Kennedy et Johnson. Gardner dit que Kissinger a mis au point une stratégie plus indirecte pour créer un gouvernement mondial. Pour créer, pas pour crémer. Par la formation de nouvelles structures internationales. Gardner est très franc. Ce qui, dans la situation présente, permet d'espérer, c'est qu'au moment même où les nations résistent à des appels en faveur d'un gouvernement mondial et de l'abandon de leur souveraineté, leurs intérêts technologiques, économiques et politiques les forcent à établir des organismes dont les pouvoirs sont de plus en plus étendus pour mener à bien leur interdépendance mutuelle. Gardner dira également qu'au terme de la crise mondiale qui s'intensifie, nous sommes ici, il ne faut pas l'oublier, au début des années 70, le Fonds monétaire international sortira doté de pouvoirs sans précédent. Le professeur Gardner est très explicite. Nous sommes embarqués dans une ambitieuse négociation pour réformer le système monétaire international afin de faire graduellement disparaître l'étalon dollar. L'accomplissement de ces objectifs requerra inévitablement une revitalisation du Fonds monétaire international qui recevra des pouvoirs sans précédent pour créer de nouvelles réserves internationales et pour influencer les décisions nationales concernant les taux du change et les politiques monétaires et fiscales domestiques. Nulle part, même ici, on n'ose nous informer sur la raison réelle du renforcement technologique et militaire de l'Union soviétique qui surtout fut accéléré depuis 1989, si ce n'est que l'on parle de crise. Par conséquent, le trait fondamental de la situation mondiale est que les monopolisateurs internationaux du crédit ont financé et fait vivre le communisme afin de provoquer une crise mondiale croissante qui peut à son tour être exploitée pour pousser l'humanité vers l'état mondial. Alors, je vais relire cette phrase qui pourrait nous expliquer la situation présente. Par conséquent, le trait fondamental de la situation mondiale et que les monopolisateurs internationaux du crédit ont financé et fait vivre le communisme, afin de provoquer une crise mondiale croissante qui peut à son tour être exploitée pour pousser l'humanité vers l'état mondial. Donc nous, là, on serait plutôt dans l'exploitation du climax de la crise mondiale croissante. Pour pousser l'humanité vers l'état mondial. Surtout après les 2 dernières années qu'on vient de passer. L'avenir des sociétés libres dépend maintenant de leur réussite ou de leurs échecs à s'opposer aux créateurs et aux nourrisseurs du communisme en changeant leur politique financière internationale de manière à faire fonctionner leur système économique sans être acculés à une situation où elles semblent forcées à continuer d'exporter vers les pays communistes pour permettre à leur propre économie nationale de continuer à fonctionner. Nulle personne responsable ne peut se permettre d'ignorer cette question. On tente de nous faire croire que l'exportation de matériel technologique et militaire vers la Russie est une nécessité pour assurer le fonctionnement d'une partie de l'industrie et de l'économie occidentale, ce qui est assez faible, surtout à la lumière des derniers événements de fin 93, avec l'arrivée dans le paysage politique international d'un personnage comme Vladimir Jirinovski. Pourquoi celui-ci et pas un autre quelconque nouveau personnage survenant dans la politique de l'opposition? Parce que ici, en premier lieu, certains signes ne trompent pas. Dans un premier temps, ce personnage à peu près inconnu, il n'y a pas 6 mois de cela, est devenu l'opposition en Russie, financée par on ne sait qui, selon les médias internationaux. Dans un deuxième temps, Jirinovski, après avoir été élu, portait un signe de reconnaissance internationale pour tous ceux ayant été choisis, avec un grand C, entraînés et financés par les Illuminati, c'est-à-dire la rose ou la fleur rouge
tel que cela fut le cas dans le passé pour Fidel Castro à Cuba et Mitterrand en France, hein, dont d'ailleurs il existe un livre, François Mitterrand, grand architecte de l'univers, et d'autres leaders du même genre. D'ailleurs, il y a un sens remontant loin dans le passé quant à l'utilisation de la symbolique rouge. Dans un troisième temps, Jirinovski, tel Hitler, Lénine, Garibaldi et bien d'autres, a les mêmes caractéristiques. Le comportement fasciste, exagéré, nécessaire à créer un état de panique général sur la planète s'il vient à prendre le pouvoir, mais du même coup à fournir le prétexte obligatoire pour permettre l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Il se peut que ce scénario apocalyptique change en cours de route, mais il est vraisemblable compte tenu de la géopolitique internationale actuelle. En deuxième lieu, la création effrénée depuis le début des années 90 de nouvelles structures économiques internationales, vers l'impossibilité de plus en plus grande des nations occidentales de survivre avec le poids de leur dette extérieure. Ce qui, en 1994, annonce des coupures dans les programmes sociaux dans plusieurs pays, et par conséquent des situations sociales de plus en plus intenables. En troisième lieu, à partir des États-Unis, la formation de troupes militaires multinationales et d'une nouvelle police internationale, uniforme et matériel militaire de couleur noire, le tout sous l'égide des Nations Unies. Toutes ces considérations et bien d'autres non énumérées ici portent à croire à un coup militaire et économique mondial imminent. Quoi qu'il en soit, la proximité du nouvel ordre mondial et le rôle de la Russie pour son instauration ne font aucun doute en tenant compte de toutes les données disponibles actuelles. Voilà, c'est la fin de cette partie. Je vous dis à très bientôt pour la quatrième partie, l'apostasie, route royale menant au règne de l'Antéchrist.